Salut à toi voyageuse, salut à toi voyageur, bienvenue pour cette nouvelle émission qui sera consacrée à la lecture et aux commentaires en live d'un ouvrage concernant la sortie hors du corps ou la spiritualité concrète. Parce que je me suis dit que tout le monde n'avait pas forcément tous les livres qui traitent de la sortie hors du corps, notamment les vieux bouquins écrits par des experts, écrits par des voyageurs eux-mêmes. Et c'est ça qui est hyper important parce que il n'y a rien de mieux qu'un ouvrage écrit par quelqu'un qui aura vécu pendant plusieurs années, qui aura une véritable expérience par rapport au sujet de son ouvrage. Parce que trop souvent, on voit des ouvrages qui sont écrits par des personnes qui sont à la base dans d'autres domaines de l'ésotérisme, par exemple l'astrologie, le tarot ou bien n'importe quoi d'autre en fait. J'ai déjà vu ce genre de choses là et je m'amuse en fait à feuilleter un petit peu pour voir ce qui est dit sur la sortie hors du corps et je vois que c'est un petit peu toujours les mêmes banalités, qu'il n'y a pas vraiment de précision et on se rend compte que la personne elle n'a pas vraiment vécu de sortir du corps mais pourtant elle se permet d'écrire un bouquin là-dessus. Donc c'est pas très grave au final parce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'une légitimité pour écrire un livre sur un sujet? Non, on n'a pas forcément d'avoir une légitimité expérientielle. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on l'a, on peut apporter des choses nouvelles. Ou alors on peut confirmer ou infirmer des choses, tout en restant prudent, bien sûr. Donc c'est le cas pour moi de l'auteur Sylvan Muldoon. On a déjà entendu parler de lui sur cette chaîne. C'est une personne qui est vraiment fascinante. Une personne qui est née en 1903, et il est mort en 1969. On sait que du coup il a collaboré avec R. Ward Carrington qui écrivait dans le domaine de l'ésotérisme, qui est un chercheur sur tout ce qui est phénomène paranormal, phénomène psy. Et on sait que depuis sa mort, on a des gens comme Stephen Laberge, etc. qui considèrent que les expériences de Muldoon sont des rêves lucides et rien d'autre. Et c'est assez facile de faire dire ce qu'on veut à un mort, mais cela étant, il est vrai que certaines expériences qu'il a rapportées ressemblent beaucoup à du rêve lucide. Ok, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres expériences qui ressemblent plus à une véritable sortie hors du corps. Il faut aussi reconnaître que Sylvan Muldoon faisait des expériences dans ce qu'on appelle le plan éthérique, ou le marécage, ou en tout cas la contrepartie, la simulation de notre réalité. Donc il y accédait, il pouvait faire des vérifications un petit peu comme ce qu'on peut faire en sortie hors du corps. Donc on peut vérifier un petit peu si la réalité qu'on perçoit, dans laquelle on évolue, est objectivable ou pas. Personnellement, je pense que c'est complètement objectivable, comme ça peut ne pas l'être dans certains cas. Parce que je suppose, en tout cas c'est mon expérience, qu'il y a plusieurs, comme sur un millefeuille, plusieurs plans éthériques qui se superposent et que cette simulation est hyper complexe. On pense que tout est unique, mais moi je vois ça vraiment comme un millefeuille. Et selon où tu es, tu peux très bien être sur un plan éthérique, une simulation de la réalité, et ne pas du tout retrouver une autre personne qui lui aussi serait dans la même simulation, tu vois. C'est assez particulier, quoi. Mais bon, on n'a pas vérifié à 100% ce genre de choses. Dans tous les cas, moi je voulais commencer en fait à lire certains passages de l'ouvrage La projection du corps astral, 3e édition de Sylvan Muldoon et Howard Carrington, aux éditions du Rocher. Et puis si ça plaît, je continue la lecture, sachant que pendant la lecture, moi je vais m'arrêter, je vais commenter. Parce que je vais commenter en tant que voyageur, soit je vais dire « Ah, ça c'est vrai » ou « Ah, ça c'est faux ». Non, juste commenter, apporter peut-être quelque chose par rapport à mon expérience si j'ai quelque chose à dire, au final. Et puis voilà, j'espère que ça va plaire. Si ça plaît, on va continuer comme ça. Et si ça plaît pas, j'en ferai quand même quelques-unes sur des passages que je trouve très importants dans le bouquin. Et le premier truc que je trouve hyper important, on va commencer direct, c'est la préface. La préface, personne ne lit les préfaces, mais il faut les lire. Bon là, c'est une préface de Sylvan Muldoon directement. Et il y a un truc que j'adore dans cette préface, c'est que j'ai l'impression, quand je le lis, maintenant, que c'est un véritable manifeste du voyageur de la conscience, du voyageur hors du corps pour être précis. Pourquoi ? Parce que là, on a un petit peu tous les fondements
de ce qui fait le voyageur pragmatique. Et on est dans les années 20. Donc vous imaginez l'avance qu'il avait. Moi je commence la lecture. Lorsque se produisirent mes premières expériences hors du corps, je n'avais que 12 ans. Si jeune et manquant à ce point de maturité que je n'en réalisais pas l'importance. Elles survenaient indépendamment de ma volonté, et elles se répétaient si fréquemment que je m'y habituais bien vite, et que je cessais de les considérer comme des phénomènes extraordinaires. Commentaire, il est vrai que quand on est enfant, on peut avoir pas mal de sortir du corps de voyage, mais on s'en souvient pas forcément et on les identifie que de façon rétroactive. C'est-à-dire que quand on est enfant et qu'on fait ce genre d'expérience, on se dit pas « Ah, j'ai fait une sortie hors du corps ». On sait pas ce qu'on fait en fait. On pense que soit c'est normal, soit quand les parents disent que non, c'est des bêtises, on se dit « Bon, bah c'est des rêves ». Parce qu'on nous dit « Ah, t'as fait un rêve ». Oh, ok, bon, j'ai fait un rêve. Donc souvent on se dit ça, c'est vraiment rétrospectivement qu'on se dit « Ah, c'était une sortie hors du corps » si on a vécu et qu'on a débloqué la faculté. Donc si ça se trouve, parmi vous, mes chers auditeurs, voyageuses, voyageurs, en devenir ou déjà le cas, peut-être que vous en avez fait plein quand vous étiez enfant et vous pensez que c'était des rêves. Bon, je continue. J'en faisais rarement mention, même auprès des membres de ma famille. Alors ne parlons même pas de compte-rendu de ces phénomènes, quoiqu'on est souvent pressé d'en tenir. Des personnes soi-disant compétentes m'avaient dit que les projections conscientes du corps astral n'avaient rien d'inhabituel, et que de nombreux médiums pouvaient les réaliser à volonté. Moi aussi, j'aurais voulu être capable de les réaliser à volonté, et j'avoue que j'étais assez jaloux de ceux qui y parvenaient. Je me mis donc à leur recherche, mais ma quête s'avéra infructueuse, et j'en conclus que je ne pourrais jamais trouver quelqu'un qui saurait produire ces phénomènes à volonté. Je me mis donc à étudier le phénomène moi-même, et dans ce livre, vous trouverez le résultat de mes expériences. Je réalise très bien qu'avant de croire à la projection consciente du corps astral, il faut l'avoir vécu soi-même. Petit commentaire, il a tout à fait raison, c'est ne croyez pas à ce que je dis, essayez de provoquer vous-même l'expérience, faites-vous un avis à partir de votre expérience. Il est certain, il est sûr que l'expérience ne vaut pas la vérité. C'est la science et la méthode scientifique, et peut-être surtout une ouverture d'esprit de la part des scientifiques qui fera qu'on découvrira peut-être le fin mot de cette histoire. Mais c'est toujours mieux d'expérimenter que de croire de façon un peu naïve comme ça les gens qui disent faire des sorties hors du corps. Il peut y avoir une relation de confiance, par exemple une relation de confiance entre vous et moi. Vous partez du principe que je fais des sorties hors du corps, moi je n'ai pas vraiment de motivation à mentir, mais le mieux en fait, c'est de vivre vous-même. Et pour moi c'est la meilleure preuve, le meilleur crédit que de vous aider en fait à le provoquer en fait. À vous de voir si c'est un rêve lucide, à vous de voir si c'est une expérience transcendantale, mystique, spirituelle ou ce que vous voulez. Mais toutes les données qu'on peut avoir avec l'expérience, on vous le donne. Et après c'est à vous de séparer le bon grain de l'ivraie. Je continue. Et je reconnais que si tel n'avait pas été le cas pour moi, il est possible que je n'y croirais pas non plus. Aux sceptiques, qui ne voient dans la projection astrale qu'un simple rêve, je dis que la seule preuve objective réside dans l'expérimentation. Le fait que le projecteur ne peut prouver aux sceptiques qu'il ne s'agit pas d'un rêve est sans valeur, car le sceptique ne peut pas davantage prouver au projecteur qu'il s'agit bien d'un rêve. Et cette discussion est aussi inutile que celle portant sur l'antériorité de l'œuf ou de la poule. Ma position est claire. Je dis expérimenter. La preuve de la qualité d'un gâteau ne s'obtient qu'en le mangeant. Je ne veux pas dissimuler quoi que ce soit, ni me retrancher derrière le pseudo-argument du danger qu'il y aurait à se livrer à de telles expériences. Ce que font trop souvent ceux qui écrivent sur ce sujet. Petit commentaire. Ou ceux qui font des vidéos sur TikTok et qui disent que c'est hyper dangereux parce qu'ils ont envie de passer pour des professeurs ou je sais pas quoi, alors que bon, ils ont peut-être fait une sortie ou deux dans leur vie et puis c'est bon quoi. Ils peuvent parler du danger de la sortie hors du corps. Ou alors ils ont une petite frayeur avec un extra physique et c'est bon, c'est dangereux quoi.
Non, non, mais voilà, il a complètement raison. Je pense que déjà à l'époque, il devait y avoir des professeurs spirituels. Ouais, non, c'est hyper dangereux, la sortie hors du corps, ne le faites pas, vous allez en enfer. Enfin bon, on voit que quelles que soient les époques, c'est toujours un petit peu les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Et je pense que c'est pas propre qu'à la sortie hors du corps, c'est un peu dans tous les domaines où il peut y avoir une pratique ou une expertise. Je continue. Je donne les méthodes spécifiques pour réaliser la projection du corps astral, telles que je les connais. Et je veux que la véracité de mes affirmations puisse être jugée sur les résultats obtenus par la pratique de ces méthodes. Vous voulez des preuves ? Vous pouvez en avoir. Mais pour cela, il vous faut faire les expériences indiquées. Vous voulez savoir comment les réaliser ? Je vous l'explique. Je ne peux faire plus. Dans ce volume, je suis loin d'avoir relaté toutes mes expériences. Un livre, de taille normale, en contiendrait seulement l'énumération. Je n'aurais d'ailleurs jamais été à même d'exposer l'information que ce volume contient sur la seule base du vécu des quelques expériences que j'y raconte. La plupart des êtres humains ne s'intéressent pas aux expériences des autres, mais bien aux leurs. Aussi, en écrivant ce livre, j'ai posé que le lecteur désirait savoir comment produire les phénomènes et n'avait que faire de simples descriptions d'expériences. Je ne suis pas suffisamment optimiste pour croire nombreux ceux qui liront ce livre sans préjugés. Toutefois, je le suis assez pour croire que personne ne pourra essayer consciencieusement les méthodes décrites sans obtenir de résultats. Ne cherchez pas à juger ce livre avec votre seule raison. Jugez-le par l'expérience. Je ne veux pas que l'on me croie sur parole, je le répète encore, expérimentez. Suivez le mode d'emploi et notez le résultat. C'est à ce moment-là qu'il faudra juger, après, pas avant. On m'a accusé de superstition à cause de ma croyance dans les fantômes des vivants et dans les fantômes des morts. Habituellement, je découvre que mes accusateurs sont superstitieux d'une autre manière. Récemment, un croyant pratiquant me disait qu'il ne comprenait pas comment moi et d'autres personnes pouvions nous imaginer qu'il y avait un esprit en nous. Et cependant, ce même individu critique prétendait croire en la Bible du premier au dernier mot, et notamment en ce que le Christ rendit son âme après sa mort. D'autre part, les matérialistes trouvent également superstitieux d'imaginer que l'esprit puisse exister sans le support du cerveau. Leur théorie est que le cerveau sécrète les pensées, comme l'estomac ou la vésicule leur bile. Les matérialistes oublient qu'ils ne peuvent prouver cet argument et demandent aux spirites de prouver le leur. Si vous les pressez de fournir des preuves, ils vous répondront que l'expérience, notez-le, démontre que le cerveau produit les pensées. C'est exactement ce que les spirites vous diront. Par l'expérience, il devient évident que le cerveau ne peut produire les pensées. Mais le matérialiste, comme le spirit, doivent tous deux rejeter la raison et faire appel à l'expérience. C'est en tout cas ce que je prie le lecteur de faire pour se convaincre du mérite de ce que j'ai écrit. Rejetez la raison et essayez l'expérimentation. J'espère que tous ceux qui arriveront à un résultat, fût-il mineur, me le feront savoir car je cherche à rassembler les évidences. Je profite de l'occasion pour remercier H. Carrington de sa précieuse collaboration et de son aide efficace, ainsi que ma fiancée Miss Goodrich pour son aide dans la frappe du manuscrit. Sylvan Muldoon. Donc, très intéressant, mis à part que moi j'aurais pas forcément dit qu'il fallait mettre la raison de côté. La raison, elle doit venir discriminer l'expérience, parce que l'expérience n'est pas une preuve. L'expérience est une expérience, et quand on raconte cette expérience qu'on a vécue, ça devient un témoignage. Or, le témoignage n'est pas une preuve. On le voit, on le sait en tout cas en droit par exemple. Même si c'est un domaine particulier, c'est celui que je connais. En droit, le témoignage n'est pas une preuve qui est très efficace. Voilà, il faut d'autres éléments à côté pour vraiment appuyer le témoignage. Et on ne peut pas condamner une personne sur seulement un témoignage. Vraiment. Ça peut arriver dans d'autres pays selon l'organisation juridique interne. Mais voilà, il faut retenir que le témoignage, c'est pas pertinent. Mais dans le cadre des sciences, mais surtout dans le cadre des sciences humaines, là le témoignage doit reprendre sa place, c'est-à-dire en tant que matière première permettant à des scientifiques et à des expérienceurs, à des voyageurs, à des pionniers, de l'utiliser pour essayer de voir
quelles informations, quelles connaissances ils peuvent mettre en place, telle une fondation, pour ensuite continuer à aller plus loin. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va, et sans pour autant faire en sorte que la fondation se durcit et devienne immuable, parce que ça deviendrait un dogme. Voilà, on construit une fondation, et par la suite, on dit, on fait des expériences, et s'il y a quelque chose dans la fondation qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est faux, parce qu'on a prouvé que c'était faux, eh ben on le retire et on change. Voilà, c'est pas paradoxal, c'est pas être dans le flou ou quoi en fait, c'est de la simple raison et du bon sens. Parce que, en tout cas, à mon avis, c'est comme ça qu'on devrait faire. Sinon quoi, on va juste construire d'autres dogmes, et le but, c'est pas de construire un dogme pour le 21e ou le 22e siècle à venir. C'est de construire un socle qui peut permuter, qui peut changer, qui peut se transformer. Quelque chose de dynamique. Un peu comme normalement ce que devraient être les sciences. Normalement, en science, quand on a un paradigme, on doit pouvoir le remettre en question. Voilà pour cette lecture de la préface de Steve Almedun, ça annonce du bon, comme vous le voyez, pour moi c'est un véritable manifeste, expérimenté, il y a 2-3 petites choses à dire quand même, un petit peu, mais voilà, moi ce que je retiens de ce message, c'est que expérimenter, et il y aura toujours des gens pour venir critiquer, que ce soit des gens qui sont justement dans une forme de superstition, comme les religions ou d'autres spiritualités, et encore d'autres qui sont dans des paradigmes plutôt matérialistes dans les sciences. Et c'est marrant parce que du coup, ça vient confirmer un peu l'idée que j'en avais, et je me sentais moi aussi comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être entre deux camps. Voilà, je suis ni dans le camp des gens qui sont hyper spirituels, qui sont dans un paraître spirituel, qui vont parler avec des mots mielleux et qui vont se connecter à des archétypes ou alors à des consciences de lumière ou je sais pas quoi. Et je suis pas non plus en fait du côté de la science pure et dure, avec la méthode scientifique, voilà, il y a que ça de vrai, le reste ça marche pas, c'est des conneries ou je sais pas quoi. Je suis vraiment entre les deux en fait. Et je peux pencher vers l'un ou l'autre, ça dépend en fait des cas. Mais ce qui compte c'est d'être ouvert d'esprit en tout cas, mais de pas être naïf et de jouer avec son discernement. Parce que c'est avec le discernement qu'on peut voir justement ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Sachant qu'on n'a pas forcément le même discernement, parce qu'il dépend véritablement de notre évolution de la conscience. On n'est pas tous égaux malheureusement par rapport à ça, malheureusement ou bien heureusement, parce que justement ça permet aux autres de pouvoir se hisser, de pouvoir monter. Et moi y compris en fait, parce que je pense pas que je suis à des niveaux élevés. On a tous quelque chose à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Merci en tout cas d'avoir écouté, ça fait plaisir. Je vous retrouve pour la prochaine fois. Ces vidéos-là n'ont pas pour vocation de remplacer les autres où on voit ma face. Vous me verrez encore. Ça, c'est vraiment des petites choses que je fais à côté parce que ça me fait plaisir et que j'ai un petit peu le temps et que ça me prend pas beaucoup de temps non plus à faire. Voilà. À très vite, les voyageuses et voyageurs. C'était pour vous, voyageurs de la conscience.